J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de nos investigations sur Algéripar. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler une pièce étonnante que nous avons récupérée au fil de notre enquête. Ce document n'est pas récent, certes, mais ce qu'il révèle est loin d'être anodin. Il met en lumière un projet d'investissement colossal qui aurait pu voir le jour en Algérie et transformer profondément un domaine particulièrement stratégique, celui de la sécurité. Et ce n'est pas un investisseur ordinaire qui se trouve derrière cette initiative. On parle ici d'un homme d'affaires saoudien, issu d'une lignée extrêmement influente, étroitement liée à la famille royale d'Arabie saoudite. Si ce projet avait réellement abouti, il aurait pu attirer d'autres capitaux considérables, capables de financer des programmes économiques générateurs de richesses et d'emplois dans notre pays. Regardez ce document. Il remonte au 2 août 2013. Il s'agit d'une lettre officielle de soutien datée précisément de ce jour-là et signée par Khalid bin al-Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saoud. Dans ce courrier, il se présente comme le président de la société Raptor Global Service. 2 août 2013. Le nom figure noir sur blanc. Khalid bin al-Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saoud. Il est possible que beaucoup d'Algériens n'aient jamais entendu parler de ce Khalid. Mais il y a fort à parier que le nom de son père, lui, vous dira quelque chose. Et si le nom de Khalid ne vous dit pas grand-chose, celui de son père, en revanche, devrait immédiatement faire tilt. Son père n'est autre que le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, un magnat saoudien connu bien au-delà du Moyen-Orient. On parle ici d'un des hommes les plus riches non seulement d'Arabie saoudite, mais aussi de la planète. Son empire financier s'étend à une multitude d'entreprises célèbres, particulièrement dans le monde arabe, comme le puissant groupe médiatique MBC, propriétaire de nombreuses chaînes de télévision populaires dans toute la région. Aujourd'hui âgé d'environ 70 ans, Al-Walid appartient directement à la famille royale saoudienne. Sa fortune personnelle, selon Bloomberg et plusieurs estimations concordantes, dépasserait largement les 20 milliards de dollars. Depuis des années, il figure régulièrement dans le classement des 100 plus grandes fortunes mondiales. Né à Riyad, il est également le petit-fils du roi Ibn Saoud, fondateur du royaume d'Arabie saoudite. Sa mère, d'origine syrienne, faisait aussi partie du cercle familial du souverain fondateur. Dans la dynastie Al Saoud, Al-Walid est considéré comme une figure particulièrement influente. Il est le fils du prince Talal bin Abdulaziz Al Saoud et donc le petit-fils direct du roi fondateur du pays. Et ce n'est pas tout, par le biais de liens familiaux, il est aussi relié à la monarchie marocaine. Sa mère est la sœur de Lamia, qui avait épousé un membre de la famille royale au Maroc. Autrement dit, Al-Walid se retrouve également apparenté, d'une certaine manière, à la royauté marocaine. Mais au-delà de son pedigree royal, le personnage lui-même est connu pour son style hors norme. Excentrique, parfois flamboyant, il fait partie des premiers hommes d'affaires arabes à s'être imposés sur la scène internationale. Son ascension commence notamment grâce à une formation dans des institutions occidentales prestigieuses, dont le Menlo College au Royaume-Uni. De là, il s'est construit l'image d'un entrepreneur ambitieux, mais aussi d'un philanthrope très médiatisé. Al-Walid s'est rapidement imposé comme un investisseur incontournable. À une époque, il figurait parmi les premiers actionnaires étrangers de la grande banque américaine Citigroup. Et ce n'était qu'un début. Il a pris des participations dans une longue liste de sociétés internationales de premier plan. Son principal véhicule financier s'appelle Kingdom Holding Company. Il s'agit d'un gigantesque groupe d'investissement basé en Arabie saoudite. D'après plusieurs analyses économiques, cette holding est l'une des entreprises privées les plus importantes du royaume. Certains la considèrent même comme la plus puissante dans son domaine. En termes de chiffre d'affaires, elle figure parmi les plus grandes sociétés du pays, juste derrière le géant pétrolier national Aramco. La valeur de Kingdom Holding Company dépasse les 9,3 milliards de dollars et son chiffre d'affaires annuel oscille généralement entre 400 et 500 millions de dollars. Autrement dit, nous ne parlons pas d'un petit investisseur discret, mais d'un véritable poids lourd de la finance internationale. Quand on regarde de près le portefeuille d'investissement de ce prince milliardaire, on comprend rapidement qu'il ne joue pas dans la cour des petits investisseurs. Son groupe, Kingdom Holding Company, possède des participations dans une multitude de sociétés influentes à travers le monde. Prenons par exemple Rotana.
Cette grande entreprise de divertissement arabe lui appartient entièrement. Rotana regroupe toute une galaxie de chaînes de télévision populaires dans le monde arabe et constitue l'un des piliers médiatiques de la région. Mais l'empire d'Al-Walid ne s'arrête évidemment pas là. Il a également placé son argent dans certaines des plus puissantes entreprises technologiques de la planète. En Chine, par exemple, on retrouve des investissements dans Baidu, dans Tencent et même dans Alibaba, souvent présentés comme le rival asiatique d'Amazon. Tencent, de son côté, est un géant du numérique qui domine des secteurs comme les services Internet, les applications mobiles, les jeux vidéo et la publicité en ligne. Le prince saoudien s'est aussi positionné dans l'univers des réseaux sociaux. Il a détenu des parts dans X, autrefois connu sous le nom de Twitter. À cela s'ajoutent plusieurs fonds d'investissement internationaux, notamment Five Capital Fund. Et pour ceux qui pensent que ces placements se limitent à la technologie, détrompez-vous. Il possède également environ 10% d'Euro Disney, autrement dit Disneyland Paris. Pendant longtemps, il a aussi été un actionnaire majeur de Citigroup, l'une des banques américaines les plus puissantes, même s'il a fini par céder cette participation. Et la liste ne s'arrête pas là. À différentes périodes, il a détenu des parts importantes dans des géants comme Apple, près de 5% à un moment donné, mais aussi Motorola, Planet Hollywood, HP, Ford, Microsoft ou encore Amazon. Autant dire que son nom apparaît dans l'ombre de nombreuses grandes entreprises mondiales. Cette réputation d'investisseur global, Al-Walid l'a bâtie dès les années 1980 et 1990. À cette époque, il multiplie les opérations dans l'immobilier, la finance et les grandes sociétés internationales. Peu à peu, il devient l'une des figures les plus visibles du capitalisme du Moyen-Orient. Mais à partir de 2017, son image publique change brutalement. Cette année-là, le prince héritier Mohammed Ben Salman, devenu l'homme fort du royaume saoudien, lance une vaste campagne dite anti-corruption. Dans ce contexte, Al-Walid est brièvement arrêté et retenu plusieurs jours. Pour retrouver sa liberté, il aurait été contraint de régler des pénalités financières très lourdes. Depuis cet épisode, la relation entre les deux hommes semble pour le moins compliquée. Après ce rappel à l'ordre spectaculaire, Al-Walid adopte un profil beaucoup plus discret sur la scène publique. Et c'est là que l'histoire rejoint le document dont nous parlions au début. Car la lettre que nous vous avons montrée ne porte pas la signature d'Al-Walid lui-même, mais celle de son fils. Khalid bin Al-Walid bin Talal Al Saoud, l'un des héritiers du célèbre milliardaire. Parlons maintenant du fils. Khalid bin Al-Walid bin Talal Al Saoud voit le jour en 1978 en Californie, aux États-Unis. Et précisons une chose pour éviter toute confusion. Il ne s'agit pas simplement d'un des nombreux héritiers du milliardaire saoudien. Non, c'est le seul fils d'Al-Walid bin Talal. Dans les milieux financiers, certains aiment même le surnommer, avec un mélange d'admiration et de comparaison flatteuse, le Warren Buffett du monde arabe. Évidemment, porter un tel nom ouvre des portes. La réputation mondiale de son père, l'un des hommes les plus riches de la planète, lui a offert une visibilité immédiate. Mais Khalid ne s'est pas contenté de vivre à l'ombre de cette fortune familiale. Formé aux États-Unis, il suit des études en gestion et obtient un diplôme en administration des affaires à l'université de New Haven dans l'État du Connecticut. Contrairement à certains membres de la noblesse du Golfe, qui se satisfont de gérer des fortunes héritées, Khalid semble vouloir tracer sa propre route. Son ambition est claire, bâtir sa propre crédibilité dans le monde des affaires et prouver qu'il peut être, lui aussi, un véritable entrepreneur. Un tournant se produit en 2009. Cette année-là, après avoir participé à une conférence consacrée aux questions environnementales, il affirme avoir profondément changé sa manière de voir les choses. À partir de ce moment, il se lance dans des investissements liés à l'écologie, à la santé et aux technologies durables. Pour concrétiser cette vision, il développe KBW Ventures, un fonds de capital risque installé à Dubaï dont il est l'un des principaux investisseurs. Le fonds s'intéresse notamment aux innovations écologiques, aux nouvelles technologies alimentaires, comme la viande cultivée en laboratoire, et à d'autres solutions liées au futur de l'alimentation et de la santé. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît l'entreprise qui nous intéresse aujourd'hui, Raptor Global Services. Cette société fait partie du portefeuille d'investissement géré par le prince Khalid.
Selon nos informations, elle est étroitement liée à KBW Investments et représente en quelque sorte le bras opérationnel de la famille Al-Talal dans le domaine de la sécurité stratégique et de la défense. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple société de gardiennage. Raptor Global Services propose des prestations de sécurité de très haut niveau. Son activité consiste notamment à travailler avec des États ou de grandes institutions pour protéger des infrastructures sensibles, installations pétrolières, complexes énergétiques, sites gaziers, banques ou institutions financières. L'entreprise intervient principalement dans les pays du Golfe, où elle participe à la sécurisation d'installations critiques liées à l'énergie et à l'économie. Elle reste très discrète médiatiquement, mais dans les milieux spécialisés, sa réputation est solide et son influence bien réelle. Et c'est précisément cette société qui, en 2013, comme le montre le document que nous avons évoqué, cherchait à s'implanter en Algérie. Entrons maintenant dans le contenu même de cette lettre. Son objectif est clair. Le prince saoudien y affirme officiellement son appui à l'arrivée de son entreprise sur le marché algérien de la sécurité. Dans ce courrier, il insiste sur un point essentiel. Toute démarche d'implantation devra se faire dans le respect total des règles et des lois en vigueur, notamment celles qui encadrent les exportations et les activités liées à la sécurité. Autrement dit, il assure aux autorités algériennes que son projet suivra scrupuleusement la législation locale. Le prince ne se contente pas de promesses générales. Il propose également de fournir des garanties concrètes, tant sur le plan technique qu'opérationnel. Dans la lettre, il insiste sur la solidité et l'expérience des équipes de son entreprise afin de rassurer les partenaires institutionnels. Selon lui, les spécialistes qui travaillent pour la société disposent des compétences nécessaires pour gérer des missions complexes, comme la protection d'infrastructures sensibles ou la sécurisation de sites stratégiques. Le document met également en avant un autre argument de poids, la crédibilité financière de l'entreprise. Le prince explique que sa société collabore déjà avec environ 25 des plus grandes banques internationales cotées en bourse. Un réseau de partenaires qui, selon lui, prouve non seulement la puissance financière du groupe, mais aussi sa fiabilité aux yeux des grandes institutions économiques. Et ce n'est pas tout. La société Raptor Global Services affirme être prête à aller encore plus loin dans son engagement en Algérie. Dans cette même lettre, elle indique qu'elle peut fournir aux autorités toutes les informations détaillées concernant ses capacités financières si celles-ci le demandent. Une manière de montrer que le projet se veut transparent et solide sur le plan économique. Le document mentionne également le soutien accordé à un entrepreneur algérien, Ebri Abdkader. Ce dernier dirige une entreprise basée à Genève appelée Swiss Invest and Trade SA. Dans ce projet, Abdkader joue un rôle clé. Il est en effet présenté comme le partenaire algérien de Raptor Global Services et agit comme intermédiaire entre la société du prince saoudien et les autorités algériennes. En clair, il est celui qui ouvre les portes et facilite les contacts. C'est donc cet homme d'affaires algérien, installé en Suisse, qui se propose de faire le lien entre les investisseurs saoudiens et les institutions algériennes afin de faciliter l'implantation de l'entreprise dans le pays. Il agit en quelque sorte comme un partenaire stratégique chargé de préparer le terrain pour l'arrivée de la société sur le marché algérien. Et si ce nom vous dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Ebri Abdkader, nous en avons déjà longuement parlé dans nos précédentes enquêtes. Dans une émission publiée le 12 février 2026, intitulée « De la Suisse à l'Algérie, les coulisses d'un scandale explosif de chantage et de corruption », nous avions déjà évoqué son parcours. Puis, quelques jours plus tard, vers la fin du mois de février, une seconde émission revenait en détail sur cette affaire. Une histoire particulièrement controversée dans laquelle Abdkader apparaît comme le personnage central. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce point car nous en avons déjà parlé en détail dans nos précédentes enquêtes. Si vous voulez comprendre toute l'histoire, je vous conseille d'ailleurs de revoir nos 2 dernières émissions. Pour résumer rapidement, Ebri Abdkader est un entrepreneur fortuné installé en Suisse. En 2013, il ambitionnait d'investir en Algérie, notamment dans le secteur immobilier. Son projet était loin d'être modeste. Il avait apporté des obligations financières d'une valeur d'environ 500 millions de francs suisses déposées auprès de la Banque nationale d'Algérie, BNA. L'objectif était clair. Utiliser ces garanties financières pour lever des capitaux et financer la construction d'une ville entièrement nouvelle. Une ville futuriste, connectée, conçue autour des technologies modernes. Le projet prévoyait un ensemble d'infrastructures impressionnantes.
centres commerciaux, espaces de bureaux pour les entreprises, zones de loisirs, établissements de formation, centres universitaires, bref, une véritable cité moderne pensée pour attirer les investissements et créer une dynamique économique. Vous avez probablement déjà aperçu les images de ce projet à l'écran, car nous en avions parlé longuement dans nos 2 précédents épisodes. Mais la suite de l'histoire est beaucoup moins reluisante. Selon les informations dont nous disposons, cet homme d'affaires aurait été confronté à une tentative de chantage et de racket particulièrement agressive. Résultat, son projet n'a jamais reçu les autorisations nécessaires. Pire encore, les fonds qu'il avait transférés depuis la Suisse sont restés bloqués à la Banque nationale d'Algérie. Très rapidement, la pression serait montée d'un cran. On lui aurait réclamé le paiement de pots de vin colossaux pour débloquer la situation. Des sommes astronomiques qu'il aurait refusé de verser. À partir de ce moment-là, l'homme d'affaires affirme avoir été la cible d'intimidations, de menaces et de procédures judiciaires lancées contre lui en Algérie. La justice algérienne aurait même émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Mais ce mandat a été rejeté par la justice suisse, le pays où il réside et où il est établi. Malgré cela, les autorités algériennes ont maintenu les accusations. Selon Abdelkader et son entourage, les dossiers montés contre lui reposeraient sur des éléments fragiles, voire totalement fabriqués, dans ce qu'ils décrivent comme une véritable campagne judiciaire destinée à faire pression sur lui parce qu'il refuse de payer des pots de vin. Bien sûr, il s'agit là de la version présentée par l'homme d'affaires et ses proches. Mais ce qui est certain, c'est que l'affaire reste bloquée depuis des années. Même après la chute du régime de Bouteflika et l'arrivée au pouvoir du président Tebboune, la situation ne semble pas s'être débloquée. Au contraire, selon les témoignages que nous avons recueillis, un système aurait simplement remplacé l'autre. Une forme de continuité, diront certains. Des personnes proches du pouvoir actuel auraient repris contact avec lui. Non pas pour résoudre le problème, mais pour tenter une nouvelle fois de lui soutirer de l'argent. Avant d'entrer dans les détails de cette affaire, revenons un instant sur le dossier Raptor Global Services. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette émission, car nous avons gardé un élément assez surprenant pour la conclusion. Nous allons en effet vous faire entendre plusieurs messages vocaux particulièrement révélateurs. Dans ces enregistrements, des intermédiaires, envoyés par des responsables liés à l'appareil du pouvoir, prennent contact avec Abdelkader Abri afin d'ouvrir des négociations directes avec lui. Leur objectif ? Obtenir le versement de certaines sommes d'argent, autrement dit, des pots de vin. En échange, on lui promettrait une sorte de règlement de sa situation. La fin des poursuites, l'abandon du mandat international et, surtout, la possibilité de retrouver une vie normale. En clair, on lui laisse entendre que le régime serait prêt à lui accorder la tranquillité, à condition bien sûr qu'il accepte de payer le prix demandé. Dans ce scénario, ses problèmes judiciaires disparaîtraient comme par magie, son projet pourrait être relancé et il pourrait de nouveau travailler en Algérie sans être inquiété. Mais revenons un peu en arrière. En 2013, parallèlement à son projet immobilier, Abdelkader Abri avait réussi à attirer en Algérie une personnalité de poids, le prince Khalid bin Al-Walid bin Talal Al Saoud. Ce dernier envisageait d'investir dans le pays, d'abord dans le domaine de la sécurité. Et connaissant le profil de l'homme, ce n'était probablement qu'un début. Car Khalid n'est pas un investisseur ordinaire. Il est très actif dans les technologies durables et dans le capital risque à travers sa société KBW Ventures. Quant à son père, nous l'avons déjà évoqué. C'est une figure mondiale de la finance. À cette époque, le contexte algérien était particulier. Au début de l'année 2013, le pays venait de vivre le drame de Tigan-Tourine, une attaque terroriste qui avait provoqué un choc international et terni sérieusement l'image du pays à l'étranger. Dans ce climat, l'arrivée d'un investisseur lié à une grande dynastie économique saoudienne aurait pu envoyer un signal positif. La présence de Khalid bin Al-Walid aurait peut-être déclenché un effet d'entraînement. Ce type d'investisseur possède souvent des réseaux extrêmement étendus, partenaires financiers, multinationales, fonds d'investissement. Autrement dit, l'installation d'une entreprise liée à une famille aussi influente aurait pu attirer d'autres acteurs internationaux, créer des emplois, apporter de nouvelles compétences et renforcer ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power économique d'un pays.
D'autant plus que Raptor Global Services n'est pas une société de sécurité classique. D'après les informations que nous avons recueillies, l'entreprise développe des solutions avancées reposant sur les technologies de communication modernes, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et même certains outils liés à la guerre numérique. On est donc très loin d'une simple société de gardiennage envoyant quelques agents armés surveiller un site industriel. Il s'agit plutôt d'une entreprise capable de proposer des systèmes de sécurité technologique de très haut niveau. D'après les informations que nous avons recueillies, Raptor Global Services n'est pas une simple société de sécurité classique. Sa réputation repose précisément sur l'utilisation de technologies de pointe pour protéger des infrastructures sensibles. L'entreprise développe des solutions innovantes capables de sécuriser des installations stratégiques grâce à des outils technologiques avancés. Pourtant, malgré le potentiel de ce projet, rien de tout cela ne s'est concrétisé. Comme nous l'avons expliqué, l'initiative s'est retrouvée bloquée. Et la raison serait liée au sort réservé aux partenaires algériens du projet, l'homme d'affaires Abdikader Abri. Selon plusieurs témoignages, il aurait été la cible de pressions, de tentatives de chantage et de demandes de paiement occultes. D'abord sous l'ancien pouvoir, puis plus tard sous le régime actuel. Résultat, le projet s'est retrouvé paralysé à 2 reprises. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Nous allons maintenant vous faire écouter certains messages vocaux. Après les avoir entendus, vous comprendrez peut-être mieux la manière dont certains tentent de régler ce type de situation. Dans ces enregistrements, un intermédiaire explique qu'une rencontre directe pourrait permettre de débloquer le dossier. Il propose de transmettre les messages nécessaires, suggère éventuellement une réunion avec la personne concernée et termine la conversation sur un ton presque banal, parlant de vacances passées avec ses enfants et proposant même de prendre un café si l'occasion se présente. Une conversation qui, à première vue, pourrait sembler anodine, mais qui cache manifestement autre chose. Dans un autre message, le ton devient plus explicite. L'intermédiaire explique que la personne souhaitant rencontrer Abri n'est pas n'importe qui. Il s'agirait d'un général. Mais il insiste immédiatement sur un point essentiel, la discrétion absolue. Selon lui, l'affaire doit rester totalement confidentielle, car les individus impliqués seraient des personnalités importantes. Il affirme que ce silence serait dans l'intérêt de tout le monde et suggère d'organiser une rencontre éventuellement à Paris, si Abri ne peut pas se déplacer ailleurs. Voilà donc ce que vous venez d'entendre. Ces extraits audio proviennent d'échanges téléphoniques entre des intermédiaires et l'entourage de l'homme d'affaires. D'après les informations que nous avons pu vérifier, ces contacts auraient été initiés par des personnes agissant au nom de hauts responsables du pouvoir actuel. Et précisons-le clairement, ces faits ne se déroulent pas à l'époque de Bouteflika, mais bien entre 2024 et 2025. Nous avons choisi de modifier les voix dans ces enregistrements, non pas par crainte de représailles, mais simplement par respect des règles journalistiques, protection de la vie privée et souci d'objectivité. À ce stade, nous n'avons pas encore pu entrer en contact avec toutes les personnes concernées afin de leur donner l'occasion de répondre ou d'expliquer leur version des faits. Cela dit, les éléments dont nous disposons montrent clairement qu'il s'agirait de discussions liées à des négociations informelles dans un contexte qui ressemble fortement à une tentative de pression financière. Et au cœur de cette affaire, la personne qui se retrouve prise dans cet engrenage reste, encore une fois, Abdikader Abri. Aujourd'hui, Abdikader Abri se retrouve dans une situation pour le moins paradoxale. Il ne peut pas remettre les pieds en Algérie et demeure bloqué en Suisse. Pendant ce temps, les capitaux qu'il avait transférés pour financer ses projets restent immobilisés dans les coffres de la Banque nationale d'Algérie. Quant au mandat d'arrêt international lancé contre lui, même si la justice suisse a refusé de l'exécuter, les autorités algériennes continuent de le maintenir. Résultat, l'homme d'affaires fait toujours l'objet de décisions judiciaires prononcées à Alger, et tant que ces verdicts restent en vigueur, toute tentative d'investissement ou d'activité dans son propre pays lui est pratiquement impossible. Face à ce type de situation, un mécanisme bien rodé semble se répéter. Selon plusieurs témoignages, certains responsables du système politique algérien auraient recours à une stratégie assez classique. Certains diraient presque machiavélique. Elle consiste à envoyer des intermédiaires pour entrer en contact avec des entrepreneurs ou investisseurs impliqués dans des affaires judiciaires.
Des dossiers parfois contestés, parfois fragiles, voire montés de toutes pièces selon les accusations de ceux qui en sont la cible. Une fois le contact établi, le message devient progressivement clair. Si l'homme d'affaires souhaite régler ses problèmes, il lui faudrait verser des sommes importantes. Autrement dit, des pots de vin. Ces fonds, expliquent certaines sources, seraient destinés à circuler au sein d'un réseau reliant différents cercles de pouvoir, proches du régime, responsables influents ou membres de leurs entourages. En échange, certaines décisions judiciaires pourraient soudainement évoluer. Procédure annulée, mandat levé, accusation abandonnée. Bref, la personne poursuivie se retrouverait blanchie du jour au lendemain. Et c'est précisément dans ce cadre que s'inscriraient les messages vocaux que vous avez entendus. Les intermédiaires, dont les voix apparaissent dans ces enregistrements, auraient été envoyés par 3 ou 4 personnalités influentes du pouvoir actuel, proches du régime Tebboune. Nous poursuivons d'ailleurs nos investigations pour identifier clairement ces responsables. Selon les informations recueillies, ils auraient demandé à Abdelkader Habri de verser des montants particulièrement élevés. Mais le processus ne commence pas directement par la question de l'argent. La méthode est plus subtile. Tout débute par une prise de contact, suivie de rencontres informelles. La personne ciblée par les pressions est d'abord rassurée, mise en confiance, presque séduite par un discours apaisant, destiné à créer un climat de sécurité. Ensuite viennent les discussions plus concrètes. On évoque l'intervention d'un responsable important, parfois un général, comme cela a été mentionné dans les enregistrements. L'intermédiaire parle en son nom et laisse entendre qu'une solution est possible. Puis, après plusieurs rencontres, souvent au 3e ou au 4e rendez-vous, l'étape suivante consiste à organiser une rencontre directe avec un personnage officiel. Il s'agit généralement d'un haut responsable, un militaire, un membre des services de renseignement ou une figure influente de l'appareil d'État. C'est à ce moment-là que les discussions deviennent beaucoup plus directes entre l'officiel et l'homme d'affaires. À ce stade du processus, le message implicite devient parfaitement clair pour l'homme d'affaires. S'il veut voir sa situation évoluer, il devra passer à la caisse. Curieusement, le responsable officiel, lui, ne prononce jamais de chiffres précis. Aucune somme n'est mentionnée, aucune trace écrite n'est laissée, aucune preuve ne circule. Le discours reste soigneusement enveloppé dans un vocabulaire juridique. On parle de régularisation, de réhabilitation, de rétablissement des droits civiques et administratifs ou encore de la possibilité de remettre à plat les procédures judiciaires engagées contre la personne. L'objectif affiché n'est pas un blanchiment financier, mais plutôt une sorte de réhabilitation juridique. Effacer les condamnations, lever les obstacles judiciaires et redonner à l'intéressé la possibilité d'exister légalement dans son propre pays. Une fois ce cadre posé, l'officiel disparaît discrètement de la scène. Et c'est là que l'intermédiaire reprend la main. C'est lui qui formule enfin la dimension financière de l'opération. Autrement dit, c'est lui qui se charge d'annoncer, de négocier et d'ajuster le montant du fameux arrangement. Et sans ce paiement, sans ces enveloppes discrètement remises, sans ces commissions ou rétrocommissions soigneusement réparties, le mécanisme s'arrête immédiatement. La promesse de réhabilitation ne se concrétise jamais. L'homme d'affaires reste coincé dans une impasse. Ses fonds demeurent gelés. Ses projets sont paralysés et toute perspective de retour au pays devient risquée. Pour retrouver ses droits, récupérer son argent et relancer ses activités économiques en Algérie, il se retrouve face à un choix brutal. Payer ou rester exposé à une arrestation, à une incarcération ou à une condamnation lourde et arbitraire. C'est ainsi que fonctionne ce système, selon les témoignages que nous avons recueillis. Et c'est exactement ce qui serait arrivé à Abdelkader Habri. Nous disposons d'ailleurs d'autres enregistrements et de documents supplémentaires qui viennent renforcer ces éléments. Si cette affaire n'avait pas pris une telle tournure, et si cet entrepreneur n'avait pas été empêché de mener à bien ses projets, l'Algérie aurait peut-être vu arriver un investissement saoudien majeur. Un investissement qui aurait pu commencer par le secteur de la sécurité avant de s'étendre à d'autres domaines stratégiques, comme la finance ou les technologies innovantes. Mais selon nos sources, la cupidité de certains dirigeants aurait fini par sacrifier l'intérêt collectif. Et au final, ce ne sont pas seulement les investisseurs qui perdent dans cette histoire, mais potentiellement tout un pays. Soyons clairs, Abdelkader Habri n'est probablement pas un saint.
Il est possible qu'on puisse lui reprocher certaines choses, qu'il ait commis des erreurs ou même qu'il ait traîné quelques affaires discutables derrière lui. Dans le monde des affaires, rares sont ceux qui ont un parcours parfaitement immaculé. Mais même en admettant cela, une question essentielle demeure. Aucun entrepreneur ne devrait être victime de chantage ou d'extorsion. Dans un État de droit, il existe des règles, des tribunaux et des procédures légales pour juger les litiges. Si les autorités algériennes étaient totalement irréprochables dans ce dossier, elles n'auraient jamais eu besoin d'envoyer des intermédiaires pour discuter discrètement de commissions et de rétrocommissions. Car derrière ces négociations se cache en réalité un véritable mécanisme bien huilé. Le principe est simple. Un intermédiaire prend sa part, puis l'argent circule à travers toute une chaîne d'acteurs. Chaque maillon reçoit sa portion. Certains magistrats, certains responsables politiques, parfois même des conseillers proches du pouvoir, chacun prélève sa part dans ce circuit financier parallèle. Un système opaque qui permet au final de modifier ou d'effacer des décisions judiciaires, parfois déjà entachées de considérations politiques. C'est là que réside le véritable problème. Ce type de pratique nourrit la corruption systémique qui mine profondément le pays. Une corruption qui freine l'investissement, bloque la création de richesses, empêche l'émergence d'emplois et ralentit le développement économique. Et sans développement économique, il devient très difficile d'assurer la stabilité et la sécurité d'un pays. C'est précisément pour cette raison que nous avons choisi d'en parler. Notre objectif n'est pas de défendre un individu en particulier. Ce que nous dénonçons ici, c'est un système, une méthode, une pratique qui nuit à l'intérêt général. Car lorsqu'un pays décourage les investisseurs, lorsqu'il empêche les projets de se concrétiser, ce sont des opportunités de croissance et des milliers d'emplois potentiels qui disparaissent. Ces comportements sont condamnables, moralement et politiquement. Et dans les enquêtes d'Algériport, nous nous engageons à poursuivre nos investigations, quelles que soient les personnes impliquées, qu'il s'agisse de responsables influents ou de figures puissantes de l'appareil d'État. Nous continuerons à enquêter jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes d'Algériport.